Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'intitulé de l'après-midi. Moi, depuis ce matin, j'entends deux mots qui reviennent. J'entends un mot média, produit, média, culturel toujours associé, média culturel, produit culturel. Voilà, et dans l'illustration du jeu de société, j'entends art, donc stimulation des émotions du joueur, ou marketing, stimulation du besoin de consommateur. J'avais le sentiment de quoi par rapport à ça? J'ai plusieurs questions dans la même. Hein. Donc la média, produit, et quelle stimulation, illustration du jeu de société telle qu'on la connaît aujourd'hui suscite chez nos utilisateurs. On va sortir du concept vidéo-médiathèque, des boutiques. Qu'est-ce que ça crée? Je pense que les deux questions. En tant que bibliothécaire, quand on fait des commandes de jeu, pour la bibliothèque, on est très sensible à la boîte du jeu. C'est ce qu'on voit en premier. Après, on regarde le but du jeu. Voilà, mais l'aspect de la boîte a un rôle important dans notre choix, en tout cas. En tout cas, dans le fait que ça attire notre attention sur ce jeu-là. Après, on n'est pas, c'est pas juste parce qu'il est séduisant qu'on va l'acheter, mais n'empêche qu'effectivement, la boîte, l'esthétique de la boîte nous attire plus vers un jeu que vers un autre. Mais est-ce que ça vient avant l'essai du jeu ou après Avant l'essai du jeu. Quand on a un panel de jeux, même dans un magasin en fait, c'est quand même l'aspect de la boîte qui nous attire vers ce jeu-là plutôt que vers un autre. Alors, effectivement, si après on a un conseil en disant bon, celui-là, il est sympa, le principe est tel et tel machin, voilà, on n'aurait peut-être pas été vers ce jeu-là, mais on peut le choisir parce que le principe est intéressant. Mais voilà, l'aspect du jeu a un rôle important. Et on se rend compte dans le texte, c'est pareil. Les enfants sont attirés, plus des adultes quand même. C'est l'appel visuel qui ouais. Si je vous mets ça, qu'est-ce qui va vous attirer en premier? Voilà, elle est battante, ça n'a pas bougé. Non mais c'est pareil pour les albums, hein. C'est pareil dans le livre, c'est vrai que quand on ne sait pas trop quoi choisir, on va être plus facilement attiré par une illustration, waouh, cet œil là il nous attire, hein, on est plongé dedans, ça c'est sûr. Martine, voilà. En plus, ça a été hérédité. Voilà, ça a été. C'est une voilà. Tirage limité, réédition de 1957. En fait, il est de 2000. Il est de 2000, hein. 2000 et quelques. Ouais. Mais ça sort plus, quoi. Ça sort plus. Il n'y a que les mamans, quand elles ont des petites filles de 6-7 ans, qui veulent juste montrer ce qu'elles ont vu à un moment donné dans leur jeunesse. Elles le prennent, elles vont le montrer, et puis après elles vont passer à autre chose. C'est de l'ordre de la Madeleine de Proust. Voilà. La séduction, ça marche. Moi je pense que ça c'est vraiment l'appel, c'est le tout début, mais ce qui va faire en sorte que les gens ils vont revenir à des jeux, c'est quand même la mécanique, mais tout l'univers visuel qu'il va y avoir à l'intérieur, tout le matériel, comment les gens ils vont manipuler ça, comment ils vont être imprégnés de l'univers par tous les pions, les cartes, etc. Et là pour le coup, le travail d'illustrateur dans le jeu, c'est vraiment atypique par rapport à tous les autres supports comme le. Ça ne dit pas lequel des deux est bien à l'intérieur, Pour nous, la boîte de jeu ne vient pas vient de moins en moins en première intention, parce que ça a été le cas il y a quelques années, quand certains éditeurs ont commencé à faire attention à l'aspect visuel, plus ou moins beau, et puis ça dépend des goûts de chacun, mais c'est là-dessus qu'a porté l'effort des éditeurs depuis 5 ans, c'est sur le choix des illustrateurs, sur le choix des matériaux employés, des illustrations intérieures, et donc ça va plutôt venir en deuxième intention, c'est-à-dire que sur des jeux qui ont été essayés, c'est l'alchimie de certaines illustrations qui va participer au succès du jeu. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire acheter Dixit ou acheter Dixit parce que le courant est passé entre eux et
les illustrations assez originales ou spéciales ou envoûtantes ou tout ce qu'on veut de ce jeu-là. Et donc ça va plutôt avoir tendance maintenant à venir en deuxième intention. Et pour que ça reste en première intention, en achat impulsif, il faut vraiment que l'éditeur se soit défoncé pour faire un truc très très original. Il y en a deux ces derniers temps qui ont beaucoup marqué. C'est d'une part Abyss, où là ils ont pris un parti pris très très couillu, excusez-moi l'expression, qui est de ne mettre que l'illustration en pleine page et de mettre 5 illustrations différentes lors de la sortie du jeu. Et sans rien du tout dessus. Et d'un autre côté, il y a Concept, où Concept, en fait, ils ont fait une boîte à la Apple, c'est-à-dire entièrement blanche, avec juste quelques touches colorées et le nom du jeu. Et ça, c'est des gens, c'est deux illustrations qui ont beaucoup touché les gens en première approche. C'est-à-dire que, on le prend dans les... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est, pour la quasi-totalité du jeu, il y a eu une telle montée en gamme au niveau de la qualité des illustrations et de la qualité générale de l'aspect extérieur des jeux, que ça vient maintenant, ça ne vient maintenant qu'en deuxième intention. J'ai envie de réagir parce qu'on a deux faits séparés, culture et art, on a reprécisé ce matin. Et il y a un aspect, moi, qui me paraît important de relever, c'est l'aspect culturel, dans le sens où ça rentre dans mon quotidien, et qu'à un moment donné, quand je grandis, j'ai envie de le transmettre à mes enfants, et qu'il y a tout ça qui est derrière. Alors, quand tu parlais tout à l'heure du jeu d'échecs qu'on peut trouver dans certaines maisons, qui des fois ne jouent même pas, mais c'est un objet culturel décoratif, pour moi, là, c'est un objet qui est devenu un objet culturel et qui n'est pas toujours forcément utilisé comme un jeu. Et ce n'est pas qu'un objet culturel dans le cas du jeu d'échecs, ça devient souvent un marqueur. C'est-à-dire que nous, on remarque que ceux qui sont demandeurs d'achat de jeux d'échecs sont souvent des gens qui ont un déficit culturel. Oui. Et qui, en ayant un jeu d'échecs chez eux, ont l'impression qu'eux-mêmes et surtout leurs enfants vont devenir plus intelligents. Mais donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'illustration, elle intervient, elle peut avoir son rôle, elle peut avoir un enjeu culturel si effectivement il y a cette alchimie qui fait qu'un joueur est mu par le jeu, qui fait qu'à un moment donné, ce jeu, il va tellement l'apprécier parce qu'il y a l'équilibre parfait pour lui entre l'illustration et les ressorts ludiques et tout ce que ça lui apporte, qui fait qu'à un moment donné, ça va être son jeu de référence qu'il va transmettre, et ça devient sa culture. En fait, c'est comme une référence. En fait, moi, c'est là où je trouve que y a à faire naître une magie dans un jeu en faisant allier parfaitement l'illustration avec le ressort ludique. Et ça, c'est propre à la sensibilité de chacun. Après, je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, voilà, pour moi, je trouve qu'il y a cette dimension d'être touché comme dans l'art, mais pour faire en sorte que la personne qui achète le jeu, elle se l'approprie, et ça devienne sa culture. C'est tout à fait vrai. Attendez, excusez-moi, il y a des gens qui depuis longtemps voulaient peut-être réagir. C'est fini? Oui, ça reviendra, mais pour l'instant... Marc, si tu voulais. Moi, je voudrais savoir, en termes de volume de vente, il y a un jeu qui a une illustration qui est à chier. Je ne sais pas si ça se vend, c'est le Gagne ton papa ou Gagne ta maman. Alors, ça c'est... alors, Gagne ton papa, c'est la seule exception. Gagne ton papa est la seule exception, c'est-à-dire que l'éditeur ne comprend pas. Les magasins de jeux ne comprennent pas. Je pense que les bibliothécaires non plus. Mais c'est pas lié à ça, c'est parce que c'est pas lié à ça. Oui. Le fait qu'il marche ce jeu. Mais quand même, jaune, ils ont cru que c'était du abat. Mais quand même, c'est le seul exemple de couverture que personnellement je trouve vraiment très très moche. Elle a un avantage, c'est qu'on pourrait la montrer en école de design en disant voilà ce qu'il ne faut pas faire les gars. Et c'est le seul qui a une couverture moche et qui se vend. Tous les autres ne se vendent
Absolument. Et ça marche mieux que le Catalunya, parce que c'est le même jour. En fait, je pense que au-delà d'une illustration, le vecteur principal de vente de ce jeu, c'est son titre. C'est-à-dire « Gagne ton papa ». Et en fait, ça, c'est une formule magique pour les mamans qui achètent ce jeu. Parce que les mamans se disent, avec ça, peut-être que mon salaud de mari pourra enfin consacrer un peu de temps à ses enfants. Oui, Yannick, après, mais c'est vraiment une exception. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Parce que tout à l'heure, tu parlais de produits culturels et de médias culturels. Alors moi, je vais peut-être commencer par le produit culturel, on verra le média après. C'est là où j'ai le plus de questions. Pour moi, un produit culturel, enfin on va revenir à la culture. Qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est ce qu'en gros on nous apporte et qui définit notre mode de vie à nous, propre. Voilà. Par exemple, en France, on joue à la marette, on est cours de récré, on joue au foot, beaucoup au foot. Ça fait partie de notre patrimoine culturel à nous, Français, pas nous, les Européens, tout ça. Aux États-Unis, on ne joue pas au foot, on ne joue pas au soccer dans les cours de récré, on joue à autre chose. On s'envoie des ballons au foot américain, on joue au baseball, enfin, vous avez compris l'idée, voilà, ça c'est notre culture, notre patrimoine culturel, c'est comme ça qu'il se bâtit. C'est aussi les jeux qu'on donne, les jeux de société qu'on donne, c'est aussi la musique qu'on écoute, qu'on fait écouter aux enfants, les comptines. Est-ce qu'on a de la musique spécialisée pour les enfants, les comptines, ou est-ce qu'on leur balance du rock et du AC/DC il y a 3 ans? Voilà, tout ça c'est ce qui fait la culture. Et c'est en ça qu'un disque, un livre, un jeu est un objet culturel, est un produit culturel, parce qu'il y a une industrie derrière, et que ça participe à notre patrimoine culturel, à notre identité, à ce dans quoi on est baigné. Et là où j'ai beaucoup de mal, moi, avec le terme média culturel, et du coup, par rebond, j'ai du mal aussi avec le terme médiathèque, même si c'est vachement pratique. Comment dire? Parce qu'une médiathèque n'est plus... c'était réducteur, là. Voilà, on est d'accord. Quelques années, c'est plus possible d'utiliser. Mais pour moi, quand on parle de médias, alors peut-être que je me trompe, il faut que je reprenne un micro, mais quand on parle de médias, moi, quand j'entends les médias, désolé, mais je suis peut-être le seul, moi je pense à les journaux. Enfin, aux journaux, on va dire. Je pense aux journaux, aux magazines, à la presse. Moi, c'est ça, les médias, c'est-à-dire qu'ils sont vecteurs d'une information, d'un message, tout ça. Alors du coup, médias culturels, ça voudrait dire que d'une autre façon, un jeu de dames, par exemple, est vecteur d'un message. C'est exactement ce que tu défends, en fait, ça fait partie de ta patrimoine. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un patrimoine, si tu veux, il y a peut-être une notion temporelle, dans le sens où les médias, la presse, sont plutôt axés sur l'actualité, sur machin, enfin voilà, sur l'information. Alors que je suis désolé, je ne joue pas à Gagne ton papa pour l'information que ça me transporte. Est-ce que je joue avec ma fille parce que ça éclate et que ça me dit bien et que ça fait partie justement de cette culture. Moi, je pense que quand même, dans ce sens, si je peux me permettre de réagir, pour moi, le jeu devient un média parce qu'il me permet aussi de transmettre des valeurs et du coup une certaine culture, etc. Donc pour moi, j'ai pas de... Enfin, c'est en ça que pour moi, je le peux considérer comme un média au même titre qu'un livre, qu'un journal, etc. Parce qu'il véhicule en lui, et puis surtout quand moi je le transmets, tout un tas de valeurs qui me sont propres et qui sont la culture. D'accord. Attendez, Raphaël d'abord, après du coup. Parce que je pense que c'est lié. Désolée, je vais vous la parole ce matin. Parce qu'en vous entendant, en fait, je pense que une majeure partie du débat vient du fait qu'il y a une volonté à un moment donné de choisir objet culturel, produit commercial, média, patrimoine, objet d'art. En fait, les objets ils ne vont pas d'une case à l'autre, ce sont plutôt des qualificatifs qui vont se superposer selon, alors certains n'ont qu'une couche, d'autres en ont 2, d'autres 3, 4. On discutait ce midi, moi je vais revenir à ce que je connais un peu mieux, c'est la photo, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager. Je parlais d'une photo de Cartier-Bresson, je pense que vous arrivez tous à en mettre une là devant vous, de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, ces images, à l'origine, c'est des produits commerciaux. Il les fait pour les vendre à des journaux. Ensuite, si chez moi, il y a une affiche de Cartier-Bresson, ça devient un patrimoine familial, culturel, personnel. Ensuite, ça va être aussi un média, puisqu'un média, c'est largement un vecteur de communication. On l'a réduit aux mass médias que sont la télévision, la presse, etc. Mais
En fait, vous avez une discipline qui a existé pendant quelques années qui s'appelait les médiologues, et le principe c'est qu'ils étudiaient autant la télévision que la voiture, que la route, que le vélo, le tout étant des vecteurs de communication. Donc ça peut être aussi, la photographie est un média, on est bien d'accord. Et pour autant, quand Cartier-Bresson est adoubé comme un artiste et qu'on va le voir au Centre Georges Pompidou sur une grande exposition, ça devient un artiste. Mais c'est la même image, elle a fait tous les circuits. Et elle a pris toutes les couches au fur et à mesure de son histoire. Donc, enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, peut-être l'idée n'est pas de choisir entre les termes, mais de se dire que des jeux peuvent accumuler ou pas ces différentes dimensions, et que elles sont toujours protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être patrimoine familial pour l'un et pas pour l'autre, qu'ils n'ont pas, c'est pas forcément des qualificatifs absolus. Produit commercial, ça en général, on commence par là. Mais enfin voilà, c'était... Je me oui, c'est son histoire propre, voilà. Et il peut avoir plusieurs histoires parce que c'est l'histoire de ses usages finalement, de ses usages personnels, sociaux. Voilà. Voilà. Ouais, mais moi, je suis toujours intéressé par la question que je commençais à évoquer ce matin, en fait, parce que quand on parle de produits culturels, je pense que c'est compliqué de définir ça. Parce que si je prends par exemple une tondeuse à gazon et que je vais la vendre dans un magasin en Afrique, là je me rends compte très clairement que c'est un produit culturel. C'est-à-dire qu'ici, chez nous, on va tout de suite voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. En Afrique, ça ne sera plus du tout le cas, parce que ça sera un objet déjà inutile. Et cette notion de produit culturel est bizarre, parce qu'il y a deux choses dedans. Pour moi, il y a la culture, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la culture qui nous est commune, notre vie. L'apparition du G.I. Joe au moment d'une guerre, de Barbie à l'émancipation de la femme, et on pourrait citer des millions de choses comme ça qui font que le jeu est bien dans une culture, à un moment intégré dans quelque chose. Et il y a une autre démarche, qui à mon sens n'est pas la même, et qui est un peu liée au fait que notre ministère de la Culture réduit la question culturelle à la question de l'artistique, et qui est une démarche artistique. Parce que quand on parle de l'illustration, quand on parle des choses qui augmentent en niveau de gamme, etc., quand on parle d'œuvre, quand on parle de création, là on est sur un autre registre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle d'un tondeuse à gazon, d'un agriculteur, où on emploie le même mot culture, etc., on ne va jamais parler d'œuvre d'art, enfin de belle épique. Et je crois qu'il y a ces deux questions-là qui se chevauchent et qui font que des fois la question de la culture n'est pas évidente. Parce qu'il y a clairement aujourd'hui, quand j'entends que le jeu va être reconnu comme produit culturel, pour moi il l'est en tant qu'il fait partie d'un groupe d'individus par pays, par nation, par culture, etc. Mais après la question, je pense qu'aujourd'hui elle est bien plus sur le côté artistique, c'est-à-dire la reconnaissance de la démarche de création de l'auteur, de la démarche de création de l'illustrateur, voire même de la démarche de création de l'éditeur sur toute la réflexion qu'il a autour du packaging, etc. Et avec une idée de se singulariser qui revient à l'art pour moi. Dans le cas du jeu, la démarche artistique, c'est avant tout la démarche de l'éditeur. C'est pas la démarche de... L'auteur ne fait qu'inventer le concept du jeu. L'illustrateur est le plus souvent aux ordres, sans que ce soit péjoratif, mais il est aux ordres de l'éditeur qui va lui demander de faire tel ou tel dessin. Même dans les jeux où l'illustration est au centre du jeu, Dixit pour ne pas le nommer, Marie Cardois, qui a fait le premier Dixit, n'a fait que des dessins qui correspondaient à un cahier des charges très strict et souvent à un synopsis dessiné de chacune des illustrations du jeu. Mais et c'est l'éditeur en fait qui en fait ou non quelque chose qu'on peut appeler effectivement création artistique. Mais si on définit comme création de l'esprit la démarche artistique, la création de la règle est en soi. Mais la création de la règle est souvent une création collégiale qui n'est pas le fait de l'auteur. Si je peux faire un peu. Oui, non, mais donc, pas le contraire, mais là, je parlais de la chose en elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun des éléments, pour moi, a cette, entre guillemets, cette prétention artistique et créative. Oui, mais c'est souvent, de toute façon, un travail d'équipe. C'est-à-dire que le jeu n'est jamais édité tel que l'auteur l'a apporté. Souvent, ça change de thème. Souvent, il y a des mécaniques qui vont changer ou qui vont être transformées. Et c'est souvent, en fait, un travail entre l'auteur et l'éditeur. Éditeur qui peut être une personne ou une entité, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vont retravailler le jeu avec l'auteur. C'est rarement une démarche
individuelle. Et je crois qu'il y a, enfin, là où je voulais intervenir là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un trouble quand on dit culturel. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'entendent pas la même chose. Et quand on parle de reconnaissance culturelle, je crois que c'est intéressant de définir quelle reconnaissance on veut. Est-ce qu'on veut rentrer au ministère de la Culture, que le ministère de la Culture dire ok, c'est bon les mecs, vous êtes tampon, maintenant vous êtes culturel, il y a un statut pour les auteurs, machin bidule. Est-ce qu'on est culturel, ce qui est d'une évidence absolue, quand on regarde le jeu à travers l'histoire, le fait que le jeu soit culturel, c'est même pas quelque chose qui est discutable. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on cherche dans cette volonté, ou dans cette non-volonté, ou dans ce débat qu'on a là, autour du côté culturel? Je pense que c'est parce que vous utilisez une fois la culture comme concept, et une fois la culture comme mode d'institutionnalisation. Oui, c'est ça. Non mais il faut juste se dire que c'est un mot qui est un mot boîte dans lequel on a mis plein de choses, et que simplement dire c'est un objet qui appartient à une culture collective, partagée, personnelle, familiale, etc. en tant que concept. Et puis effectivement, il y a un ministère qui a repris ce mot pour faire autre chose, mais on n'est pas obligé de... Enfin, il changera de nom dans 2 ans et puis il rechangera de nom après, donc c'est pas grave. On ne va pas s'arrêter à ça, et simplement se dire que d'autre part, il y a une question de reconnaissance, de légitimité, d'institutionnalisation qui va passer par la reconnaissance des auteurs. Sur la question de qui est l'auteur, finalement, moi je vous écoute et je vous dis c'est comme un film. Donc, la question d'un autoriat du collectif, c'est comme un film, et si on reprend les livres, les éditeurs sont dans un dialogue avec les auteurs aussi. Donc, cette question du dialogue au moment de la production d'un objet culturel ou artistique, parce que même les artistes fonctionnent sur commande, et nos belles peintures du XVe siècle, on leur disait exactement ce qu'il fallait mettre dessus. Donc, le fait de la commande n'est pas invalidant pour la création. La question doctorat collectif est déjà présente. Pardon? Et je disais en plus, moi je ne crois pas du tout dans l'art pour l'art, dans l'art qui serait pour lui-même, pour faire. Donc, l'art pour moi, ça a toujours été une démonstration de puissance, une démonstration de quelque chose. Mais l'art a toujours été au service de quelque chose. L'art pour rien n'existe pas, je suis convaincu. Pour moi, il y a un parallèle assez concret aussi entre ce qu'on peut observer dans le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société. Tu peux parler un petit peu? Ouais. Donc le monde du jeu vidéo s'est développé beaucoup plus rapidement que celui du jeu de société, notamment par l'accessibilité aux médias informatiques et ce genre de choses, ce qui fait que actuellement on en vient à c'est un univers notamment entrepreneurial où il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo. Ça s'est du coup vachement popularisé, du coup ça a acquis aussi ses lettres de noblesse en tant qu'art, ça a été accepté par les institutions. Maintenant il y a même du crédit d'impôt pour ce qui nous faisait la Co-Canada avant il y a quelques années, et il y a une reconnaissance comme ça globale. Le fait que l'institution reconnaisse aussi ces gens qui depuis 30 ans bossent comme des acharnés pour faire des trucs juste magiques, mais pour lesquels il n'y a aucune reconnaissance, c'est super important au niveau culturel, en tant que culturel effectivement au sens artistique, et pas au sens de sa pelouse. Ça fait voilà, ça crée aussi quelque chose de super important pour tout un milieu qui s'acharne pour le jour à faire vivre quelque chose aussi pour des raisons économiques, mais aussi par passion. Et ça permet derrière de valoriser le fait que non, maintenant, enfin, le jeu vidéo, on peut accepter que c'est plus un peu qui te rend fou, ce genre de trucs, et que les adultes ils peuvent autant aimer ça. Donc voilà, les barrières en fait qui tendaient à rendre cette pratique culturelle délicate il y a longtemps commencent à tomber, même si on a plein de réticences. Et du coup, ces questions-là ne viennent plus à l'esprit de la plupart des gens. Le jeu de société, on sent qu'il y a encore un petit peu cette difficulté-là parce que comme c'est un peu moins populaire, c'est un peu moins reconnu, c'est aussi un peu moins de poids, mine de rien, il ne faut pas oublier, même si je ne veux pas forcément donner ces considérations-là, mais il y a aussi cette dimension que si tu as 60% de ta population qui pratique quelque chose, tu ne peux plus l'ignorer, parce que c'est quelque chose qui est amené à vraiment modifier la société dans laquelle tu vis, enfin c'est que tu gères, et du coup ça a des implications. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que le jeu de société est moins populaire que le jeu vidéo, dans le sens où on est d'accord que l'industrie, il y a une industrie qui est largement qui fait vachement plus de chiffre d'affaires que l'autre, on est tout à fait d'accord. Je pense que le gros levier problématique, c'est que justement le jeu vidéo a au moins la chance de partir de rien il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, donc il n'y avait rien si tu veux, dans la tête des gens. Au contraire, c'est le grand inconnu, c'est le grand loup, c'est le méchant loup, c'est le heavy metal, c'est de la bande dessinée à son époque. Enfin, c'est un truc sorti de nulle part et qui du coup fait peur parce que en plus c'est la technologie, tout ça.
Alors que le jeu de société, lui, renvoie à notre image de ce bon vieux Monopoly, de cet homme paye et du Kikandi et tout ce qui machin. Et le problème, comme on en revient au bouquin, c'est que pour beaucoup de gens, les livres jeunesse, c'est Martine. Ben non. Oui. Ben non, les enfants en 40 ans, il y a eu autre chose que Martine, heureusement, parce que sinon... moi, je pense que la plupart des gens qui rentrent en ludo et qui restent sur le cul, c'est de se dire... Ouais, mais c'est sûr, moi avant de passer la porte de la ludo, ou même de la boutique, hein, c'est pareil, j'imagine que tu as la même chose, quoi. Je pensais que vous aviez 1000 Monopoly, 56 Cluedo, et puis je ne sais combien de jeux de cartes, quoi. C'est de se dire, waouh, il y a tout ça qui sort, et encore, c'est ça, en ludo, on est aussi obligé de faire une pour moi, c'est la même chose de se dire, d'imaginer un parent qui, il y a 15 ans, entendait toutes les horreurs que pouvait être un GTA et rentre dans une boutique de nos jours avec l'assentiment actuel et se rend compte qu'en fait, il y a plein de trucs super cool, autres que ces fameux jeux qui étaient forcément super violents, que la personne à qui on va dire les jeux de société, c'est plus pour les enfants, aller voir dans les... Enfin, du coup, on lui permet d'aller voir dans ces trucs et faire ah ouais, effectivement, c'est pas simplement le Monopoly. Parce que du coup, l'assentiment institutionnel, il permet ça aussi, c'est de dire ah c'est plus... Non, mais c'est le même problème pour les fonds de jeux d'art contemporain, pour les institutions artistiques aussi, c'est-à-dire que les théâtres, c'est pas pour rien que la préparation du théâtre aussi, ce qu'on a appelé le théâtre plus grand mondial, et par contre plein de gens sont super friands de tout ce qui se passe dans la rue, parce que c'est aussi, on leur dit, ça t'y as accès. Enfin, il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir sur ce que Raphaël avait proposé comme approche de Hugo. Ouais, non, vite fait. Vite fait, mais bien sûr, vous savez toujours. Parce qu'il est 4-21. Voilà. Non, je trouvais bien le fait de comprendre qu'en fait, selon le contexte ou quoi, on pouvait considérer qu'un jeu allait être plus considéré juste comme un jeu ou comme un produit marchand ou comme quelque chose d'artistique. Quelque chose qui pourrait mettre à l'image ça aussi, c'est que par exemple, on peut considérer un jeu comme un sport aussi. Comme les échecs par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des dimensions culturelles du sport, mais c'est rigolo, on aurait pu se dire qu'au lieu de glisser comme ça vers un aspect culturel, artistique, pourquoi le jeu de société n'aurait pas glissé vers un aspect sportif? Peut-être s'il n'y avait pas eu les bibliothèques ou quoi, et qu'on se réunissait autour de stades le week-end pour présenter des gros jeux, peut-être que ça serait devenu des sports et on ne parlerait jamais d'art, ce serait assez rigolo. Peut-être. Et du coup, on parlait de l'aspect culturel sportif. La lecture sportive, ça existe? On peut faire le parallèle avec les livres. Tu fais le parallèle du sport avec les jeux de société. Pour revenir sur l'illustration, si on veut parler de l'illustration. Justement, pour les livres, c'est ça qui est un peu peut-être compliqué avec le jeu aussi, c'est qu'il touche tellement à plein d'aspects. Il est transversal. Il y a quand même un parallèle fort entre, on parlait des livres, enfin du jeu du coup, il y a quand même, le jeu a toujours suivi, en moderne, le livre, parce que les ludothèques, quand même, à la base, c'est sur le positionnement de bibliothèque. Enfin, c'est quand même... Donc il y a toujours un suivi, l'illustration, voilà, on prend l'illustrateur dans le livre, bon, dans le jeu. Il y avait un truc que je voulais dire par rapport à ce que tu avais dit aussi sur le fait que les auteurs sont un peu dirigés par l'éditeur, etc. Après, on peut donner l'exemple de certains auteurs qui sont aussi illustrateurs et qui, du coup, ont peut-être un peu plus la même mise sur l'ensemble du jeu. Ça, après, voilà, c'est des contingences économico. Je pense qu'on peut trouver plein d'exemples où les auteurs, je ne vais pas parler de nous, c'est vrai qu'on est un binôme. Moi, quand je travaille avec Baptiste, j'ai un peu l'impression de travailler comme un scénariste de BD va travailler avec un dessinateur, quoi. Donc il y a un retour en fait sur les deux et c'est assez. Et finalement, au final, j'ai l'impression qu'on a vraiment la même mise sur ce qu'on veut faire. Donc après, c'est oui. C'est pour ça que je ne sais pas si ça va dépendre de tous les jeux et le problème du cadre économique. On peut le voir dans, par exemple, je sais pas, les comics. Il y a des contraintes qui sont très fortes aussi, et pourtant ça n'empêche pas d'y avoir des auteurs qui vont pouvoir expérimenter des choses et assumer aussi des choses. Juste pour l'anecdote, l'élément imaginaire que tu prenais à l'instant a existé mais exactement à l'inverse. C'est-à-dire que les footballeurs, il y a une douzaine d'années, il y a une question parlementaire qui a été posée avec un projet de loi qui a été déposé pour faire reconnaître les matchs de football dans les saisons de championnat comme un produit culturel, avec ses spectacles, ses stars, ses interprètes,
ces metteurs en scène, etc., etc. Ils ont argumenté en partant du milieu du spectacle pour se faire reconnaître comme produit culturel. Alors évidemment, pour la TVA, 5,5, faut pas déconner. Mais tu vois, comme quoi c'est pas si fantasmagorique ce que tu disais, parce que là, ça existait à l'inverse. On pourrait parler de cash aussi qui mange théâtre, sport. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pourrais retrouver, il y a une douzaine, quinzaine d'années. Ça commence. Ouais, mais là aussi, moi je fais comme celui qui est parti. Je suis mon âge. Encore une question, on va pas finir en retard peut-être, parce que je suis sûre qu'il y a encore des questions. Moi j'ai envie de poser une question. Dans vos ludothèques, pour ceux qui ont eu un travail en ludothèque, y a-t-il des affiches d'éditeurs? Il y a des ludothèques. Nous, oui, on en demande parce que c'est nous. Alors, il y a des gens. Vous, on en demande parce que Nous, on demande aux éditeurs, on demande pour illustrer en fait. Alors, on a aussi le Festival de Cannes chaque année. Et justement, enfin, par rapport à ça, moi, je vais dédier un peu. On a eu une discussion là en ludothèque, entre deux ludothèques voisines. On fait un événement en commun, on fait une soirée jeu en commun pour deux ludothèques. Et la directrice de l'autre bibliothèque, en fait, a l'habitude de faire des affiches très informatives. En gros, si on tire au maximum l'affiche informative avec plein d'informations, où on sait exactement ce qu'on va voir, cette fameuse soirée jeu, avec tout le menu, tout ça, pour moi, à mon sens, au niveau artistique, on arrive à un truc aussi beau qu'une affiche de loto sur papier fluo. Ça, c'est niette. La soirée jeu, ça se passe dans notre bibliothèque, donc on lui a dit, gentiment, mais fermement, écoute, t'es gentil avec tes affiches de loto, mais nous on a une autre mode de fonctionnement. Nous, nos affiches de soirée jeu, on a pris le parti de demander de prendre des illustrations de jeu, uniquement illustrations de jeu. Si on peut enlever le titre du jeu, c'est bien. Voilà, ça commence à devenir le sacrilège. Et on s'en sert comme fond d'image sur lequel on met brièvement soirée jeu, la date, machin, deux, trois trucs, mais le thème, mais vite fait. Mais surtout, en fait, on se sert de l'illustration du jeu comme fond d'image, juste pour illustrer, comme un fond d'écran sur un ordinateur. Bien évidemment, on demande à l'illustrateur, à l'éditeur, tout ça, d'avoir le droit de pouvoir le faire. On lui explique que c'est une petite soirée jeu, qu'au pire il y a 20 personnes et qu'on ne va pas faire payer l'entrée et que c'est pas non plus le Stade de France. Mais voilà, on a eu, et si tu veux, j'ai expliqué à la directrice que l'information n'a pas besoin d'en passer tant que ça. Et ce qu'on préfère faire, plutôt que de passer de l'information et de mettre des tonnes de texte, c'est justement, d'une autre façon, de faire de la médiation culturelle. Merci. On fait de la médiation culturelle, justement, en affichant ces illustrations de jeux pour nos soirées jeux. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'idée. C'est-à-dire, pour nous, l'illustration de tel jeu, que ce soit Souk, que ce soit Five Stripes, que ce soit à peu près toute celle de Benoît là, avec Purple Brain et tout ça, pour nous, ça fait partie de cette culture ludique. Et justement, l'affiche, c'est une façon de, quelque part, d'en rajouter en France. De rajouter à ce côté médiation culturelle, médiation ludique. Voilà. Et on demande des affiches aux éditeurs parce que c'est cool. C'est hyper intéressant. Ça touche un peu ce que je disais ce matin par rapport justement à l'élément visuel qui devient même plus caractéristique que le jeu, que même son titre en fait. Et c'est un peu ce que je fais aussi sur mon site quand je présente les vidéos règles. Les bandeaux que je mets, c'est juste un morceau de l'illustration en fait de la boîte du jeu. Et c'est effectivement comme ça aussi que tu vas repérer le jeu. Après, quand tu vas l'acheter, je pense qu'on est plus attiré par les images, plus que par les titres. Nous, on fait ça, c'est surtout... C'est indissociable du jeu. Nous, justement, c'est pour ça qu'on vire le titre du jeu, si possible. C'est parce que, en fait, l'idée des soirées jeux, c'est de faire une thématique. Genre, par exemple, Five Stripes, c'était thématique esclavage. Un truc bien fun. Non, pas vraiment. C'était Moyen-Orient, donc du coup, on a pu sortir Soul, Five Stripes et tous ces jeux qui... puis des vieux, des sultanias, des trucs là. Bah, des vieux. Ouais, aussi. Non, mais il y en a eu d'autres, mais qui s'appellent Marrakech. Ouais, alors Marrakech, parce qu'on se disait Marrakech, c'est pas le Moyen-Orient. Donc on a eu un point de fracture avec ça la chie pas ça.
et puis là, j'oublie ce que je voulais. Oui, l'idée c'est en fait de sortir, enfin pour nous, c'est de trouver un thème pour la soirée et surtout pour illustrer en fait. Plutôt que de faire toujours pareil, les affiches de l'auto en papier jaune. Plutôt utiliser l'image comme approche. Moi, je m'interrogeais à savoir si l'illustration était toujours au service du jeu ou pouvait le desservir. Parce que ça peut. Enfin, moi, je pense qu'on a tous en tête un décalage entre l'illustration et la mécanique. Il faut que ça ne s'adresse pas au même public. Enfin, j'ai pas de nom de jeu en tête. Mais... Si, il y a pas qu'à la fois, il y a des choses voilà, qui peuvent paraître ensemble par leur approche, par les intentions qui ont été mises par l'illustrateur et qui, du coup, peut-être ne font pas en sorte que le public auquel il était dédié se retrouve dans le jeu. Abracadabra, c'est certainement dû au fait que le jeu a été édité en Corée avant d'être édité ailleurs. Et sur le marché coréen, les dessins de Marie Cardois n'ont pas du tout la connotation enfantine qu'on peut y voir en France appliquée à ce jeu-là. Là, c'était un choix de la part de l'éditeur de faire appel à cette illustratrice française parce que pour eux, ça représente quelque chose d'assez branché, de chic français, de ce que tu veux, et qui pour eux allait très bien, et qui, se retrouvant traduit en français, peut entraîner un certain décalage par rapport à notre vision à nous, mais qui n'est pas la même que celle des sites coréens. Donc, comme quoi, la culture, voilà. c'est une grande boîte et qu'on peut faire une grande boucle pour revenir sans le débat avec des incohérences au regard de notre culture. Donc dans les médiathèques, il n'y a pas d'affiche de promotion. Si, les éditeurs, on peut aussi sur demande demander aux éditeurs des affiches. Ouais. Je découvre qu'on peut le faire avec les éditeurs de jeux. Il n'y en a pas tant que ça. Et les affiches de l'école de loisirs. En littérature jeunesse, voilà, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Et à la ludomédiathèque, c'est quoi en particulier, par exemple? Faire des affichages. Ouais. Alors, on a que des vitres, c'est difficile, mais... Vous n'avez pas des vitres. C'est du produit à vitre. Alors, on essaie de ne pas perdre les usagers de la ludomédiathèque avec des multitudes d'affichages, très honnêtement. Parce qu'on est vite envahi par tout un tas d'affiches, que ce soit des affiches de jeux, de livres, etc., des affiches annonçant telle et telle animation, etc. Et voilà, la communication est vite noyée, et vite, donc on fait très attention aux affichages. On limite, ouais. C'est tentant, hein, c'est tentant. Par Les contre, éditeurs nous envoient des belles affiches d'albums, voilà, vous avez ça en gros sur une affiche, c'est magnifique. C'est tentant de mettre un tas de choses en avant, mais c'est beaucoup. Il y a déjà beaucoup de couleurs en plus dans la médiathèque, beaucoup de choses. Oui. Moi j'avais une petite question qui m'est très tout à l'heure, c'est pourquoi ludo-médiathèque? Parce que c'est un mélange de ludothèque et de médiathèque. Ouais, ça jusque-là j'y étais. Mais en fait, c'était ma question, elle avait un cheveu après, c'était si on part de l'idée que le jeu peut être un média, alors comment on le définit que parce qu'on a déjà une médiathèque, voilà, une médiathèque centrale et que dans l'esprit des gens, médiathèque, il n'y a pas de jeu. Pour moi, la réponse, elle est parce qu'on est en 2015. Et en 2025, il y aura peut-être qu'on reviendra à des médiathèques. La question se posera plus si l'évolution continue dans ce sens-là et que souvent les gens se posent la question de quand je vais dans tel lieu, tous les objets culturels auxquels je vais pouvoir avoir accès seront dans tout ce prisme-là. S'il y a une nouvelle pratique culturelle qui débarque dans 5 ans à base de je sais pas quoi, elle devra elle aussi faire son milieu pour arriver et on trouvera dans ces schémas de peut-être retrouver, mettre une appellation comme ça. Ça évolue, qu'il y a une nouveauté. Après, ça évolue parce que l'important, c'est maintenant, enfin, je trouve que ce qui est formidable, c'est que déjà, il y a des lieux où tout est mélangé. Ça mettait aussi en avant, ça faisait ressortir ce nouveau... C'est aussi l'évolution qui fait que maintenant on parle de bibliothèque, on parle de médiathèque. Ouais, parce que cette assimilation du public, de genre, ok, maintenant il y a des DVD et de la musique dans les bibliothèques. Ok, donc tout le monde a accepté ce truc-là, on change et puis... Les noms évoluent, c'est jamais que des noms. Hein. La commune juste à côté de la nôtre
il y a quelques années, quand ils sont passés du stade de bibliothèque à médiathèque, donc ils ont intégré tout un tas de médias, avec le maire, l'équipe, etc., s'est enchaîné toute une discussion. Comment on va appeler, puisque maintenant il n'y aura pas que du livre, comment on va appeler c'était l'époque où tout le monde commençait à construire des médiathèques. Le maire est resté sur bibliothèque multimédia. Voilà, c'est la seule qui s'appelle bibliothèque multimédia. Là, il y a eu un ratage sur le nom, parce que maintenant tout le monde s'appelle médiathèque, et eux s'appellent bibliothèque multimédia. Voilà. Et ben pour la directrice, qui est maintenant notre directrice, mais elle était directrice dans cette commune, dans la bibliothèque de cette commune à l'époque, elle m'a toujours dit, ça c'est un ratage, en termes d'intitulé. Bibliothèque multimédia. Ils ont mis en avant le multimédia, et dans l'esprit des gens, multimédia, ben, c'est l'informatique. C'est les jeux vidéo ou les cours d'informatique là qu'on peut faire. Alors peut-être que s'il y a plus de ludomédiathèques, peut-être que dans quelques années, on changera, on trouvera un autre nom qui est plus parlant pour le public. C'est vrai que média, c'est très fourre-tout aussi. Bah oui. Et effectivement, tout ce qui crée une médiation, tout ce qui est canal d'information, de diffusion, de tout un tas de choses. Et du coup, on ne sait pas trop quoi y mettre. Médiathèque, j'ai l'impression que petit à petit, on s'y est habitué, voilà. Mais que c'était pas non plus intuitif. Enfin, la première fois que je suis entré dans une médiathèque, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce machin? Il y a tech aussi, il doit y avoir des livres. Tech aussi. Et là, non, mais c'était limite ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que le jeu, j'ai l'impression qu'on ne le définit pas du tout comme un média. Ou extrêmement peu. En tout cas, nous, dans le nom, on a voulu vraiment le mettre en avant aussi par cette BD. Mais nous, on a le souci, on a ce souci de nomination à l'intérieur de notre travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour expliquer ce qu'on fait. Quelqu'un qui travaille dans une librairie, c'est un libraire. Et nous, est-ce qu'il faut imposer ludicaire, par exemple? Mais nous, on n'a que des qualificatifs moches, quoi. Après, marchand de jeux. Tu dis marchand de jeux, tenancier de boutique de jeux, vendeur dans un magasin de jeux. C'est à la fois long et moche, quoi. Ça, la force. Et on n'a pas encore de... C'est aussi la force de non-violence, qu'on peut se permettre de voilà. faire des eulogismes qui... On est quelques-uns à pousser sur ludicaire, mais c'est très compliqué à commerçant d'articles de jeu au détail. Ouais, la dénomination.